Au poker, il existe une combinaison spécifique de cartes que l'on nomme la main de l'homme mort. Le nom de cette combinaison qui serait maudite, a pour origine la figure emblématique de l'Ouest américain Wild Billy Cock, qui aurait eu cette main lorsqu'il fut abattu par Jack McCall à sa table de poker en 1876. Le protagoniste de notre affaire était lui aussi un joueur invétéré. Les cartes allaient lui apporter fortune et gloire, mais finiraient par l'emporter. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Joseph Elwell, les cartes de la mort. Dans le monde du roman policier, de nombreux codes et stéréotypes sont devenus synonymes du genre. Le plus célèbre d'entre eux est peut-être le mystère classique de la pièce fermée à clé de l'intérieur, parfois qualifié de crime impossible. L'intrigue se concentre généralement sur un décès qui est clairement un cas de meurtre, mais sans résolution apparemment possible en raison de la configuration des lieux, souvent une pièce verrouillée de l'intérieur, sans possibilité d'évasion pour un tueur. Un crime de ce genre allait s'inscrire dans les annales des grands disparus américains. Joseph Elwell, joueur de bridge, écrivain et professeur, allait se retrouver victime d'un meurtre tout droit sorti des pages d'un roman à suspense. À l'aube des années folles, cette affaire en lien avec la haute société et ses nombreux suspects, aurait presque pu être tirée de la plume d'Agatha Christie. La maison fermée à clé et un tueur sans abri, auraient sans aucun doute mis à l'épreuve tout pseudo Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Né en 1873 à Cranford dans le New Jersey, la victime était ce que l'on pourrait appeler un arriviste social. Il était connu publiquement sous le nom de J.B. Elwell, né dans une famille respectable de la classe moyenne inférieure. Loin d'être riche, il a cependant vécu dans un environnement correct, et a reçu une bonne éducation. Adolescent, il est attiré par le monde fascinant des affaires, et devient vendeur en quincaillerie et agent d'assurance. C'est à cette époque qu'il se découvre une aptitude naturelle pour les jeux de cartes, et devient célèbre pour ses talents à l'âge de 18 ans. Surnommé le magicien du whist, un jeu de cartes à 4 joueurs, Elwell remporte parfois 1000 $ par soir grâce à son savoir-faire, privant ainsi de leur argent les riches new-yorkais de la haute société. Devenu la bête noire des parieurs de Wall Street, ses talents ne lui ont toutefois pas permis de nouer des relations auxquelles il aspirait. Son mariage avec la respectable Helen Derby, dont la cousine était mariée à Ethel Roosevelt, la plus jeune fille de Theodore Roosevelt, allait tout changer. Leur mariage a été motivé par leur fascination mutuelle pour le nouveau jeu de bridge. Connu aujourd'hui sous le nom de Bridge Whist, ce jeu est devenu populaire dans la haute société au début du XXe siècle. Le talent d'Elwell pour ce jeu de cartes lui a fait gravir les échelons de la société, en partie grâce à la volonté de sa femme de lui ouvrir les bonnes portes. À l'âge de 30 ans, il avait écrit 13 livres sur le sujet. Il est cependant largement admis que c'est en fait sa femme qui a écrit tous ces livres qui lui ont valu tant d'éloges. Avec son talent, il avait atteint la notoriété qu'il recherchait. Génie incontesté du bridge, on le surnommait maintenant le roi du bridge de Manhattan. Il jouait régulièrement dans tous les clubs de New York, et avec son partenaire, Harold Vanderbilt, il a formé un duo reconnu encore aujourd'hui, comme l'un des 2 meilleurs duos de bridge américains des années 1910 et 1920. Sa position et sa célébrité lui ont permis d'accéder à d'autres sources de revenus, en investissant massivement dans le marché boursier et les courses de chevaux. Il possédait 20 chevaux, 5 voitures, un yacht et une fortune considérable. Cependant, sa célébrité et sa nouvelle position sociale ont également apporté de nouveaux vices. Elwell n'était pas puritain et on sait qu'il avait eu de nombreuses liaisons à travers New York, souvent avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui ou mariées. Le comportement scandaleux d'Elwell a commencé à l'époque de la naissance de son fils Richard en 1905, des sources indiquant qu'il s'était fait tirer dessus par un amant l'année précédente, peut-être alors que sa femme était enceinte. À l'époque où il devint célèbre grâce aux jeux de cartes, sa vie privée était également au cœur des conversations, et était sans aucun doute une source de grande honte pour son épouse et sa famille. Après une séparation avec sa femme Hélène en 1916, celle-ci exigea une maison pour elle et son fils sur Park Avenue. Ce genre de comportement lui a valu une liste d'ennemis qui allait bien au-delà de son propre cercle social, avec des pères,
des maris et des ex-amants bafoués. D'après certaines sources, il aurait couché avec au moins 50 femmes mariées, certains estimant même son nombre de conquêtes sexuelles à 1000. Pourtant, bien qu'Elwell ait acquis une réputation de goujat, rien n'indiquait sérieusement qu'il ait été menacé de violence. On n'avait pas signalé d'agression ou de menace contre sa personne, ni de menace de mort contre lui. En fait, le coureur de jupons semblait heureux dans sa vie, ses affaires n'ayant fait qu'augmenter après sa séparation, Elwell se souciant peu de ce que les autres pensaient de lui. Tout cela allait changer le 10 juin 1920. Elwell décida de passer une agréable soirée au Ritz-Carlton, au croisement de la 46e rue et de Madison Avenue. Il était en compagnie de sa dernière petite amie, Viola Cross, récemment divorcée, et tous deux étaient les invités de Monsieur et Madame Walter Lewison, la sœur et le beau-frère de Viola. Elwell et Viola ont mangé et bu avant que le groupe ne se dirige vers la ville, pour assister au spectacle de Florence Ziegfeld sur le toit du New Amsterdam Theatre, sur la 42e rue. Elwell a quitté New Amsterdam, et est retourné à son domicile de West Street vers 1h30 du matin. Les appels téléphoniques passés à la propriété suggèrent qu'il est arrivé à la maison entre 2h04 et 2h30, lorsqu'un appel de Viola a été reçu. Un peu plus tard, vers 4h30, il a appelé ses écuries de Far Rockaway. Leur étant certainement inhabituel, il n'a reçu aucune réponse. Compte tenu de l'heure matinale de l'appel, on s'imagine que cela devait être urgent et important. Il a ensuite appelé un numéro à Garden City, dans le New Jersey, et sa dernière interaction téléphonique a eu lieu à 6h09. À 6h30, le laitier, lors de sa livraison, se rendit compte que les portes du vestibule de la maison étaient grandes ouvertes. Il aperçut cependant Elwell récupérer son courrier et le journal sur le pas de la porte. Ce sera la dernière fois qu'on le verra vivant. Vers 9h, Marie Larsen, la gouvernante suédoise d'Elwell, déverrouilla la porte d'entrée, prête à commencer ses tâches habituelles de nettoyage et de cuisine. Elle remarqua que les portes du vestibule étaient désormais fermées comme d'habitude. Rien ne semblait anormal lorsqu'elle commença à nettoyer l'impressionnante demeure en pierre brune. En entrant dans le salon, la gouvernante remarqua Elwell assis sur une chaise. Il ne répondit pas à son salut, et alors qu'elle s'approchait lentement, elle fut choquée par ce qu'elle vit. L'homme assis sur la chaise ne ressemblait guère à son patron. En pyjama et avec son journal plié sur ses genoux, on lui avait ôté à la fois sa perruque et son dentier. Édenté et chauve, il ne ressemblait plus du tout à l'image du dandy qui avait scandalisé New York. Plus horrible encore, une balle de calibre 45 avait perforé son front. Pourtant, le magicien du bridge s'accrochait encore à la vie. Marie Larsen courut immédiatement donner l'alerte. On le transporta d'urgence à l'hôpital de Bellevue avec le faible espoir qu'il puisse encore survivre. Malgré tous les efforts déployés par les médecins, Elwell ne put échapper à l'inévitable, et fut déclaré mort quelques heures plus tard, sans avoir prononcé un seul mot. Le meurtre fit immédiatement sensation, et la presse new-yorkaise en fit la une des journaux tout au long des mois de juin et juillet. La nouvelle du meurtre parvint à Chicago et à Los Angeles, et l'affaire devint un sujet d'intérêt national, les spéculations et les détails de la vie scandaleuse d'Elwell captivant les lecteurs de tout le pays. Sous la pression et sous surveillance, la police de New York s'est mise au travail sur la scène du crime. Il n'y avait aucun signe de lutte dans le salon, Elwell ayant apparemment récupéré son journal puis son courrier, s'installant sur sa chaise où il a été abattu à bout portant. L'analyse des éclaboussures de sang a établi que le coup de feu avait été tiré de face, soit par un tir à hauteur de hanche, soit par un individu accroupi. Dans la pièce, la police a trouvé une balle isolée posée sur la table devant la victime, une douille se trouvant sur le sol. Il n'y avait pas d'arme à feu, mais il a été établi qu'il s'agissait d'un pistolet Colt 45, du type fourni à l'armée. Une lettre couverte de sang, provenant de l'écurie d'Elwell, a été retrouvée sur le sol, ainsi qu'un cigare qui avait été fumé. La gouvernante l'identifiant plus tard comme appartenant à la victime. Un deuxième cigare d'une marque différente a été retrouvé sur la cheminée, ce qui suggère qu'Elwell a peut-être fumé avec son meurtrier avant d'être abattu. Les portes ne présentaient aucune trace d'effraction, et toutes les fenêtres étaient hermétiquement fermées de l'intérieur, sécurisées par des grilles en fer.
Personne n'a signalé d'entrée ou de sortie de la propriété. À la recherche d'empreintes digitales, la police a découvert que les seules empreintes retrouvées dans la maison étaient celles de Marie Larsen et de Joseph Elwell lui-même. Soit le tueur avait été méticuleux, soit Marie Larsen elle-même était impliquée. La police n'a apparemment jamais pris cette possibilité au sérieux, et la gouvernante, très bien payée, n'avait pas vraiment de motif pour le tuer. De même, elle n'avait aucune raison de donner l'alerte alors que son maître n'était pas encore décédé. Sur la table à côté de lui, se trouvaient plusieurs lettres, dont l'une provenant d'un associé de course, avait été ouverte. Les lettres avaient été livrées par le facteur assez tôt le matin. Il n'y avait aucune arme, aucune empreinte de pas, aucune trace de lutte, aucun indice significatif, à l'exception d'une balle de gros calibre, comme celles qui sont éjectées d'un pistolet automatique de type militaire. Le second indice se présentant sous la forme du mégot de cigare, différent de ceux qu'Elwell fumait habituellement. À l'intérieur de la maison, les effets personnels d'Elwell sont restés intacts, avec des objets de valeur, tels que de l'argent liquide, des bijoux et des tableaux de maître. En écartant le vol, le mobile semblait de plus en plus personnel, la victime connaissant certainement son meurtrier. En enquêtant plus en profondeur, la police a découvert une vaste collection de sous-vêtements féminins, qu'Elwell avait apparemment pris comme trophée de ses conquêtes sexuelles. À côté de ses souvenirs, ils ont trouvé une liste de 50 femmes avec lesquelles il avait eu des relations sexuelles, chaque femme étant cataloguée avec son nom, son numéro et ses notes personnelles. Selon certaines rumeurs, beaucoup de ces femmes auraient reçu les clés de sa maison, alors qu'officiellement seul Elwell et la gouvernante y avaient accès. La police a commencé à éplucher la liste des petites amies et de leurs propres associés, y compris des maris et des proches en colère. L'ex-femme d'Elwell, Hélène, a même été suspectée et surveillée de près. Au total, la police s'est retrouvée avec pas moins de 1000 suspects potentiels. Après avoir accepté la séparation avec sa femme en 1916, les demandes officielles de divorce d'Elwell s'étaient multipliées à l'été 1920. Il souhaitait apparemment s'installer rapidement avec Viola Cross. Le 27 mai, Hélène avait reçu une lettre de son mari demandant la dissolution du mariage. Elle avait accepté, mais souhaitait retarder le divorce jusqu'à l'expiration de son bail en octobre. Comme mentionné précédemment, Elwell avait payé la maison. Au total, Joseph accordait à sa femme une allocation mensuelle de $200, ainsi que $800 par an pour les dépenses liées à l'éducation et au bien-être de leur fils. Hélène considérait cette somme, l'équivalent de $2500 actuels, comme insuffisante pour lui permettre de vivre comme elle l'espérait. Ses difficultés étaient telles qu'elle avait été obligée de vivre sans domestique. Malgré le fait que son fils pourrait hériter de sa fortune, Hélène a prétendu n'avoir pas vu son mari depuis leur séparation et a été rapidement éliminée des suspects. Il en a été de même pour Victor von Schlegel, l'ex-mari de Viola Cross, bien que von Schlegel ait été présent au Ritz-Carlton, assis à une table proche de celle de Joseph Elwell et Viola Cross la veille au soir. Il est intéressant de noter que von Schlegel et sa nouvelle fiancée Emily Anderson ont également été vus au spectacle de Ziegfeld le même soir. Bien qu'elle n'ait pas été soupçonnée du meurtre, Marie Larsen, la gouvernante, a dissimulé des preuves concernant Viola Cross, probablement pour protéger sa réputation. Pendant que les médecins donnaient les premiers soins à Elwell dans le salon, la gouvernante avait caché une robe de chambre en soie rose, un bonnet de boudoir et des pantoufles. Elle a ensuite téléphoné à Viola Cross pour lui apprendre le meurtre, mais également pour lui dire qu'elle avait dissimulé ses effets à l'abri des regards indiscrets. Malgré cela, Viola Cross a réussi à prouver sans problème qu'elle ne se trouvait pas dans la maison de la victime au jour et à l'heure du crime. Aucune des femmes figurant sur la liste d'Elwell n'a été considérée comme suspecte, et la manière dont le meurtre avait été commis a conduit la police à penser que le meurtrier était de toute façon un homme. Non seulement le Colt 45 était une arme lourde à manier pour une femme, mais les enquêteurs étaient d'avis que si l'une de ses amoureuses avait été dans la propriété, Elwell n'aurait jamais ôté sa perruque et ses fausses dents. Toujours selon les détectives, pour qu'Elwell se présente ainsi devant son futur meurtrier, il devait le connaître, et en être très proche. Preuve en est également, son courrier ouvert, contenant des messages privés, traînant dans la pièce et à la vue de tout le monde. La police a planché sur plusieurs pistes.
Elwell avait une vie sexuelle débridée, les enquêteurs ont donc concentré leurs recherches dans cette direction. Malgré tous les efforts fournis, ils n'ont absolument rien trouvé. Ils ont ensuite fouillé dans ses relations d'affaires, interrogé ses associés dans les courses de chevaux, ses partenaires de bridge, ne trouvant encore une fois rien qui aurait pu conduire à sa disparition. Il n'avait pas de dettes importantes, et n'avait apparemment fait l'objet d'aucune menace. L'enquête était au point mort et on se trouvait dans une impasse. En avril 1921, moins d'un an après le meurtre très médiatisé, un homme s'est présenté pour affirmer qu'il était celui qui avait tiré sur Joseph Elwell en 1920. La police a longuement interrogé l'individu, et a découvert qu'il était atteint de maladie mentale, et qu'il n'avait même jamais rencontré Elwell. Le suspect autoproclamé espérait obtenir la peine de mort pour lui-même afin de ne plus être un fardeau pour sa famille. Son témoignage a bien évidemment été rejeté par les autorités. Personne ne sera jamais accusé du crime, et le meurtre reste non résolu à ce jour. Les détectives amateurs ont depuis proposé de nombreuses théories intrigantes, allant d'un moment de rage folle de son beau-frère Walter Lewison, à un suicide dissimulé par Mary Larsen, mais les faits ne corroborent pas ces théories. Autrefois sujet de tant de ragots et de scandales mondains, Elwell allait disparaître dans les pages de l'histoire et de la fiction, son meurtre non résolu restant véritablement un crime impossible.